Bonjour Emmanuel. Bonjour Chahinez. Écoute, moi je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour le premier épisode de ce podcast que j'ai décidé de lancer ce week-end, D'accord. forte des échanges que j'ai eus avec toi et avec d'autres entrepreneurs internationaux. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous mettre en lumière pour faire ressortir des valeurs que moi j'ai identifiées comme étant communes, à la fois chez ces entrepreneurs comme toi, et puis que je retrouve dans ma pratique. Tu vois, l'envie de construire, en fait, autour avec une forme de sincérité et de sens, en plus dans un monde qui est de plus en plus complexe. Et le fil rouge de notre discussion et aussi de ce podcast, ça va être de vraiment avoir des échanges avec des personnes qui prennent, je dirais, l'humain, l'impact et la responsabilité entrepreneuriale comme boussole dans leur quotidien et dans leur manière de voir les choses et de décider. Donc Emmanuel, bienvenue encore. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci à toi d'être de l'invitation. Là aujourd'hui. Je t'ai proposé, me semble-t-il, dimanche soir, nous sommes mardi, de participer à ce podcast. Tu as dit oui et tu ne savais pas vraiment de quoi nous allions parler, de quoi il s'agissait. Donc je te remercie beaucoup pour ta confiance. Alors, Emmanuel, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Je suis allée reprendre un petit peu le fil de nos échanges et je me suis rappelé que tu avais commenté un de mes posts qui datait du 31 juillet, où je relatais finalement un échange que j'ai eu avec un client auquel j'expliquais que structurer avec responsabilité, c'était pas simplement décider où mettre une société et quel taux on allait payer, mais c'est surtout savoir quelle est la vision. Et je me rappelle que ton commentaire m'avait particulièrement marqué parce que tu m'avais dit, mais c'est extrêmement rare de la part d'un avocat fiscaliste finalement d'avoir ce discours et de redonner du sens et raccrocher vraiment les choses au réel. Et c'est comme ça qu'on s'est connectés. Ensuite, on s'est parlé et puis on a échangé sur divers sujets depuis. Donc toi, Emmanuel, tu es entrepreneur. C'est ça. Tu as cofondé le groupe Valenca, qui est présent dans plusieurs continents. Tout à fait. Donc on peut dire que tu es un entrepreneur international. Oui, depuis déjà un sacré moment. Ouais. Depuis déjà un sacré moment. Ouais. Tu te décris sur LinkedIn, alors moi qui te connais depuis quelque temps, je confirme, mais comme une personne atypique. Tout à fait. Et d'ailleurs, ton parcours n'est pas commun. Et donc, ça sera ma première question. Est-ce que tu peux te présenter à la fois en nous parlant de ton métier et aussi peut-être nous dire qui tu es en quelques mots, avec tes mots. Ça, c'est une grande question. Écoute, à la base, j'étais pas censé réussir à... Si j'avais écouté un petit peu tout ce qu'on m'a dit dans ma vie, je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé. Je suis un enfant qui avait des grosses difficultés scolaires à cause d'une dyslexie. Et à l'époque, on ne les décelait pas. Donc, j'étais mis au fond de la classe. Et en fait, j'ai beaucoup appris par moi-même, avec mon entourage, l'entourage des parents de mes amis aussi. Alors c'est vrai que c'est un petit peu atypique parce que je m'amusais à lire le Financial Times à 12 ans, donc c'est déjà pas très commun. Ça m'intéressait d'essayer de comprendre ce que les adultes faisaient autour. Donc j'ai appris un petit peu par des voies annexes, oui. pas à l'école du tout. Et puis je me suis spécialisé sur des choses qui me donnaient moi personnellement à cœur, qui étaient importantes, mais qui viennent aussi de l'histoire de mon éducation, oui. De ma famille. Mon papa a travaillé auprès des organisations internationales des Nations Unies pendant très longtemps. Donc j'ai toujours eu un rapport, on va dire, à l'humain qui était très important. C'est quelque chose on a été bercé dedans, hein. Tant ma sœur que moi. On a voyagé déjà très enfant, il nous faisait voyager, pas forcément dans des pays riches, aussi, pour qu'on se rende compte de la chance qu'on avait d'être ici, oui, d'avoir été adopté déjà aussi. Et en fait, avec le temps, je me suis spécialisé
dans le commerce international, mais sur une partie très peu connue, qui est toute la prévention du risque de financement de criminalité de guerre. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très spécifique, et jusqu'à aller aujourd'hui à créer des architectures systémiques complètes pour des États ou pour des entreprises, pour pouvoir travailler dans des pays où il y a beaucoup de risques, en externalisant les flux hors du pays avec l'État, pour que l'État puisse reprendre aussi le contrôle et la capacité de se financer sur ses matières premières ou sur du commerce en général, sans qu'on puisse, en minimisant le risque de voir partir une grosse partie de l'argent dans les financements de groupes armés. Ok. Donc là, on touche à quelque chose qui est extrêmement stratégique, très complexe, global. Tout à fait. Et ce que tu m'expliques, c'est que finalement, dans ton parcours, tu es un autodidacte. Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné à un moment envie de créer Valenka ? Quel a été le déclencheur, si tu arrives à le nommer ? Alors, Valenka, ça a été... c'est très personnel. Pour le coup, j'ai eu des sociétés à l'étranger, j'ai eu beaucoup de sociétés. J'ai beaucoup travaillé directement chez mes clients, un petit peu partout dans le monde. Pour le coup, sur tous les continents, à peu de choses près. Pourquoi Valenka ? Alors, en fait, Valenka, le nom de Valenka est lié à deux régions. Donc Valamka, le VAL, est né à la contraction du début d'une rivière qui est très très importante, puisque c'est là où sont nées ma famille adoptive. D'accord. Voilà, c'est le début de cette partie-là, la Valserine. Et de l'autre côté, Lamka, qui signifie Sri Lanka. Qui est mon pays d'origine. Donc le nom déjà est composé de ça. Et en fait, pendant le Covid, j'ai mon grand-père qui est décédé, et j'ai décidé du coup de créer une société, tout simplement, qui comporte cette symbolique-là, en fait, par rapport à mes liens familiaux. Voilà. D'accord. Oui, c'est très fort. Très personnel. Oui, c'est très personnel. C'est très personnel. Aujourd'hui, Valamka, ton groupe, est présent dans plusieurs continents. Oui, tout à fait. Tu interviens sur des dossiers, on l'a dit, qui sont sur des problématiques qui sont globales, avec des enjeux extrêmement stratégiques, voire sensibles. Oui. On en a discuté, je le lis aussi dans tes publications, sur ce que tu peux produire. Tu parles souvent d'économie éthique. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un mot ? J'en ai un sens certainement beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir, que ce qu'on peut voir en étudiant dans les universités. Oui. J'ai des amis qui enseignent dans les très grandes écoles françaises l'économie éthique. Oui. Et on échange très très souvent. Et c'est vrai que j'ai une vision peut-être encore plus large que ce qu'on peut enseigner en termes d'éthique, puisque pour moi, je considère que l'économie éthique, ça ne doit pas juste être un mot, et je fais tout pour imbriquer aujourd'hui, à l'intérieur de tous les schémas que je crée, une vraie responsabilité envers l'humain. Parce que je considère que l'humain, c'est le premier moteur, en fait. Et c'est quelque chose qui est très souvent négligé dans les affaires, très souvent négligé même par les États, parce qu'ils sous-estiment la capacité de production économique avec la partie éthique. En fait, dans mon métier, et surtout dans les pays en guerre, on s'aperçoit que plus on rajoute d'éthique, et plus on arrive à apaiser les populations. Mais plus on les apaise, plus on produit de PIB. Oui. En réalité, on compte en points de PIB. Pour chaque grade d'apaisement, chaque facteur qu'on va réinjecter en termes éthiques, on va compter en points de PIB en augmentation de production. Parce qu'on va réussir à faire en sorte que les gens aient moins de réserves sur la dépense. Qu'ils arrivent de nouveau à faire confiance, à se lâcher, à dépenser, à faire circuler l'argent, tout simplement. Donc c'est une approche qui est
petit peu différente. Il y a des études là-dessus, on le voit. Il y a des études de plusieurs gros organismes, le FMI, la Banque mondiale, les Nations unies, l'OCDE. Ils évaluent en fait ces facteurs-là. Malheureusement, il y a beaucoup de pays qui ne le prennent pas en compte. C'est souvent très culturel, aussi très conflictuel pour certains. Et le but dans mon travail, c'est d'amener cette part-là, de déconflictualiser aussi certains échanges, en prouvant et en démontrant que par certains mécanismes, on arrive du coup à rassembler sur des choses communes qui sont nécessaires pour tout le monde. Donc c'est plutôt ça ma vision au niveau éthique. En fait, ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant parce qu'on pourrait, à prime abord, opposer finalement croissance et humain. Ah oui, complet. On pourrait se dire... on peut le chiffrer. Aujourd'hui, ça se chiffre. En fait, ce que tu dis, c'est finalement c'est un cercle vertueux. Oui. Mais ça implique aussi toute une notion de partage de la valeur, d'une vision globale. En plus de partage de la valeur, on parle vraiment on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Le problème, par exemple, je vais te prendre le cas français. Le problème, c'est qu'on fait de la répartition. Le problème de la répartition, c'est qu'il y a des frictions qui sont énormes, il y a des pertes énormes. Aujourd'hui, si je le calcule pour 100 €, si je calcule toutes les répercussions de friction et l'intégralité de ce que je pourrais modéliser sur le PIB en impact indirect et direct, je pense que j'arrive quasiment à 46% de pertes, enfin 46 € sur 100 qui partent dans le vent, en perte, en réalité. Et ça, c'est un vrai problème dans tous les pays. C'est que quand on n'arrive pas à gérer, à mettre l'humain au bon endroit et à gérer le curseur, à comprendre en fait ce que veut une population, et pour ça, il faut vraiment l'écouter, on se retrouve dans une situation où... on ne distribue pas la richesse correctement. C'est-à-dire qu'on fait passer l'humain, mais pas au bon endroit. On va le faire passer parce qu'effectivement, on veut redistribuer pour avoir plus de services publics, on veut redistribuer pour avoir des aides financières, mais en réalité, ce que les gens oublient souvent quand ils se déconnectent de la réalité des gens qui souffrent de leur travail ou qui sont pauvres, c'est qu'on en fait des mendiants de ces gens. Mais des gens dépendants. Et au-delà de ça, c'est réellement de mendier. Ça veut dire qu'ils font la queue pour aller demander quelque chose, pour aller quémander quelque chose qu'il aurait dû, en constance. C'est très rabaissant au niveau facteur humain. Ça a un impact psychologique extrême à la longue, parce que c'est très dévalorisant. Et c'est toute cette partie-là, en termes d'éthique, sur laquelle j'essaie de fonctionner différemment, pour amener des répartitions qui soient vraiment sur le primaire, donc la production au niveau du travail, et sur le monétaire. Parce qu'au final, la personne, si vous pouvez les redistribuer toutes les aides qu'elle veut, si c'est 150 € d'APL, 50 € de je ne sais trop quoi, le reste c'est que du service, le mec qui tombe jamais malade, il va dire c'est gentil, mais bon, moi du coup, je vis avec quoi ? C'est ça, en fait, la réalité d'un système éthique, c'est qu'il doit réussir à prendre en compte ces facteurs-là. Et souvent, ils sont oubliés. En fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, et c'est pour ça que je pense qu'à un certain moment, alors qu'on ne fait pas le même métier, et qu'en plus, moi, je fais de la fiscalité, donc tu vois, a priori, on pourrait penser que je suis très éloignée de l'humain, alors que pas du tout. C'est pour ça qu'à un moment, en fait, je pense que dans ce qui a amené à constater qu'on avait peut-être aussi une vision un peu commune, c'est que ce que tu dis là, c'est que cette notion de croissance, de richesse et d'humain, on peut se servir de l'un en fait pour nourrir l'autre et vice-versa. Et la différence, qui fait la différence d'un choix de modèle, là tu parles finalement d'un choix de société dans ton cas, c'est la vision qu'on en a et l'intention qu'on a envie d'y mettre. C'est ça qui te permet de différencier. Et c'est ça que moi je trouve très intéressant aussi quand on échange ensemble. C'est que moi, tu vois, dans mon métier, j'accompagne les entrepreneurs qui veulent structurer et puis parfois ils se retrouvent un peu perdus parce qu'ils ne savent pas où mettre le curseur. Ou alors ils ne sont pas drivés par le bon curseur. Et je les ramène à leur vision, à leurs envies profondes, à ce qu'ils ont envie de construire, qu'est-ce qu'ils voient vraiment, quel est
l'horizon qu'ils veulent voir apparaître. Et ensuite, on trouve un chemin qui est cohérent par rapport à leur réalité, à leurs envies, pour y aller. Et c'est en replaçant l'humain, finalement. Tu es entrepreneur, tu le sais bien, tes décisions, c'est toi qui les prends. Donc, c'est vraiment l'humain qui est derrière, qu'on arrive sur le plan fiscal, mais visiblement aussi sur tous les plans. Sur tous les sujets, à prendre des décisions qui sont éclairées et qui font sens. Alors, si tu veux, je peux même ramener à ton domaine, parce que dans Avec plaisir. Dans le cas d'exemples de dessins d'architecture comme ceci, au niveau de l'humain, si on part du principe du facteur humain, la charge fiscale, pour celui qui produit, devient un facteur de pression psychologique qui peut anéantir sa capacité à travailler. Mais réellement l'anéantir. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans des schémas où la personne, au lieu de produire et de penser à produire et de faire son métier, elle passe plus de temps à se poser la question des problèmes qu'elle va avoir à cause de la fiscalité. En France, ça se chiffre, grosso modo, vraiment à la volée, je te dirais que c'est au bas mot une vingtaine de milliards à minima de pertes de production par an à cause de ce genre de choses dans le PIB, voire de redistribution, en fait. Production non redistribuée. Donc là, on parle quand même de montants qui approchent les économies qu'ils essaient de faire, juste à cause de la pression administrative qui peut être exercée. En termes d'heures, ce qu'on peut voir sur un schéma comme un pays français, territoire français, métropole, pas tous les territoires, parce qu'après, il faut dissocier. En France, certains territoires sont allégés. Mais au bas mot, je pense qu'on doit avoisiner les 200 000 heures perdues, en fait, pour les gens, par an. Enfin, 200 millions d'heures même, peut-être perdues. Oui, c'est énorme. Au total. Ouais. Donc c'est colossal. Et juste parce qu'on a mal calibré la partie administrative, fiscale. Oui. Ça, c'est une perte absolue, tant pour l'administration, d'ailleurs, puisque on ne produit rien pendant qu'on cherche des papiers. Et pour la personne qui produit et l'emploi, c'est du temps. On ne produit pas de PIB. Si on ne produit pas de PIB, on ne produit pas d'emploi. Hein. Il faut pouvoir payer les gens. Absolument. Donc au final, c'est une perte en chaîne, c'est une cascade. Et ça, c'est le mauvais calibrage en fait de la partie humaine, de ne pas comprendre en fait l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Oui. On veut un impact positif d'un côté au niveau social, mais on ne comprend pas l'impact négatif qu'on fait indirectement. Oui. Quand je vais être amené à créer un schéma complet, une architecture complète, toute la partie fiscale y passe. Mais ça peut aller jusqu'à devoir repenser et redessiner une constitution, comme redessiner l'intégralité du code pénal ou l'intégralité d'un code civil ou du code monétaire et financier, en fait. Donc ça va très très loin. Et ça, tu es obligé de prendre en compte, dans tous ces dessins-là, tu es obligé de prendre en compte le facteur humain. Et en général, c'est mis de côté. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et puis, je pense qu'en plus, si on pointe la fiscalité, ce qui se joue en fait chez les entrepreneurs, il y a aussi quelque chose qui est profondément humain, qui n'est pas toujours conscientisé. Il y a pour moi, et je l'observe, il y a quelque chose d'un peu trivial qui se joue. Parce que tu crées de la valeur et tu la partages en fait. Tu la partages, tu en donnes un pourcentage qui peut être très significatif. Et donc, derrière, il y a quelque chose d'inconscient, peut-être d'un peu psychologique aussi, qui se joue de la peur du manque, la peur de mal faire, tu vois, la peur d'être un peu dépouillé. Et moi, ce que j'essaye de faire avec les gens que j'accompagne, c'est de les aider aussi à remettre du sens en fait dans ces triggers, en se concentrant non pas sur ce qu'ils vont partager, mais en se concentrant sur ce qu'ils vont créer. Et puis après, bien sûr, tu structures, tu donnes de la cohérence fiscale, tu sécurises, mais en ne partant pas de cette peur, mais plutôt de l'envie de créer quelque chose de grand.
Et quand tu le mets à cette échelle-là, tu vois, ça te permet d'avoir plus d'expansion, me semble-t-il. Oui, ça c'est une certitude. Beaucoup de gens me posent la question pourquoi j'ai pas en fait commencé à entreprendre en France, pourquoi dès le début je suis parti à l'étranger, pourquoi j'ai presque rien en France. Et la réponse est très bête en fait. J'ai voulu créer ma première société en France. Quand je suis allé regarder pour faire les formalités, on m'a gentiment dit vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez pas. Bon, j'ai dit d'accord, ok, c'est sympa, mais pourquoi je ne peux pas créer une société j'aimerais faire ça. Et on m'a dit non, il faut faire telle formation, tel truc, enfin bref, tout un tas de trucs en fait contraignants. Et vu que j'habitais à côté de la frontière suisse, c'est pas compliqué, j'ai pris ma voiture, j'ai fait exactement 5 minutes de voiture, je suis allé à Genève et je leur ai dit il faut quoi pour faire ça. On m'a gentiment tendu un formulaire, on m'a dit nom, prénom, adresse d'enregistrement, preuve pour enregistrer votre société, passeport, merci, au revoir. Voilà. Bon. À ce stade-là, c'est pas un choix fiscal, en fait. C'est purement le choix de te dire, bah, tu veux faire quelque chose, on t'empêche de le faire. Donc, dans mon cas, ça a été ça. Non, mais bien sûr, c'est pas un choix fiscal. Il y arrive un moment où, effectivement, comme on voit aujourd'hui, les pressions qui sont mises par certaines personnes pour faire de l'augmentation des coûts fiscaux en tout genre. Le problème, c'est que ces gens ne se rendent pas compte d'une chose, par méconnaissance. Quand tu entreprends, dans mon cas, ça ne va pas forcément être un problème fiscal. C'est de se dire, OK, encore plus de charges, encore plus de temps à perdre, encore plus de contrôle, encore plus de contraintes, encore plus de stress. C'est pas le montant qui va compter, parce qu'au final, il pourrait nous faire la même en additionnant encore autant de trucs, mais en réduisant les impôts par 10. S'il y en a toujours autant, ça sera toujours autant de perte de temps. Donc, c'est même pas une question de montant. Ouais, c'est la pression administrative. C'est la pression. Et le problème, c'est que ce que tu évoques, c'est très intéressant parce que ce que j'ai vu beaucoup aussi, alors particulièrement chez les Français, c'est une réalité. Hein. Tous les gens, le premier réflexe en fait du Français qui veut s'expatrier, c'est les impôts, combien ? On ne s'expatriait pas ou on ne monte pas son business pour grossir à l'étranger par rapport aux impôts. Parce qu'en réalité, en France, on arrive à en payer beaucoup moins qu'ailleurs. C'est aussi une réalité. Absolument. Si on fait les choses correctement. Maintenant, c'est la contrainte administrative qui est plus lourde. Il y a plein de pays où la contrainte, l'impôt réel payé sur une société au bénéfice est beaucoup plus lourd qu'en France. C'est une réalité. Et une grosse partie des pays, en réalité. Si on compare à 25%, en fait, si on fait la liste de tous les pays du monde, la moyenne, elle doit être entre 32 et 35. Oui. Donc, c'est pas... Et pire que ça, sur des pays comme le Brésil, on n'est même plus sur une taxation au bénéfice. On est au chiffre d'affaires. En Inde, on est au chiffre d'affaires. Donc, on paye directement sur le chiffre. Oui. Les montants, c'est plus les mêmes. Alors oui, ça paraît petit, mais en réalité, c'est des sommes qui sont vachement plus importantes parce que c'est sur le flux complet. Oui. Pourtant, les grosses sociétés s'implantent dans ces pays. Oui, mais du coup, c'est pas. En effet, ce n'est pas le critère. Fiscal. Non, ça ne devrait jamais être un critère. Absolument. En fait, en termes de développement d'une entité. Le seul motif pour lequel le critère fiscal peut être considéré comme absolu, c'est dans le cas où, par exemple, comme dans mon cas, où j'ai des clients qui ne peuvent pas payer la facture. Je suis obligé de me faire payer en illiquide. Donc, dès le moment où c'est payé sans être liquide, on ne peut pas les payer, les impôts. C'est impossible. Oui. Donc ça, c'est une contrainte absolue où, effectivement, on peut se dire, là, il va falloir avoir un endroit où, quand on doit payer l'impôt, il faut qu'on puisse le payer. Oui. Mais dans le cadre d'un business standard tout à fait commun, dès le moment où il y a du chiffre et que c'est sur du bénéfice, il n'y a pas de raison, en fait, de regarder forcément ça. Puisque, de toute façon, vu que l'impôt, c'est sur le bénéfice... Suivant comment on fait, suivant les besoins du business, on ne se versera peut-être pas de dividendes avant des années du développement. Donc, c'est un faux problème. Oui, c'est un faux problème. Et ce que tu adresses, en fait, il y a deux sujets là que tu adresses. Le premier, c'est de se dire,
On ne s'expatrie pas et on ne monte pas un business à l'étranger pour des raisons purement fiscales. Non. En fait, pour des raisons fiscales. Parce qu'il y a des enjeux qui dépassent largement la fiscalité. C'est d'abord, qu'est-ce que tu veux construire? Quelle est l'ampleur de ce que tu veux créer? Est-ce que tu veux que ce soit solide? Et deuxièmement, c'est aussi de dire, quand tu développes en fait, ton business à l'étranger, tu as besoin d'avoir de la visibilité. De t'appuyer sur quelque chose en fait qui est cohérent et qui est en lien avec ce que tu veux créer. Et ça, c'est tout à fait fondamental. C'est ça. C'est la vision et après, c'est une question de structuration, mais la vision est bien plus importante que le motif fiscal. Ben voilà, c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Et alors, toi qui croises aussi beaucoup d'entrepreneurs de par le monde, est-ce que tu dirais que ce qu'on est en train de se dire, ce qu'on partage, c'est une tendance que tu constates en fait sur peut-être une forme de prise de conscience des entrepreneurs sur une envie d'aborder leur création avec plus d'ancrage dans le réel et de responsabilité entrepreneuriale? Les anciens, oui. Les jeunes, beaucoup moins. Je parlais avec des personnes il y a encore 15 jours en Asie. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas en fait même comment les entreprises sont gérées. Parce que les gens essayent de faire des économies de coûts en passant plus de temps, en gros, comme ils le disent, en passant plus de temps à chercher où on va pouvoir gagner sur la machine à café et sur le prix du café et sur ces choses-là. En fait, ils perdent plus de temps qu'à produire. Alors que nous, on nous a tous... Enfin, moi, on m'a appris comme ça, on leur a appris comme ça aussi. En général, quand tu as un overhead, tu sais que tu as un coût, il est là, mais pour le couvrir, produis en fait. Produis juste plus pour augmenter tes marges, trouve un moyen de vendre, fais en sorte que ton produit devienne plus marketable, fais en sorte de sortir du lot en fait. Il faut que tu arrives à le sortir du lot. Investis. Et c'est ça, investis sur ton produit pour que celui-ci puisse avoir une valeur, une petite valeur additionnelle. Je me souviendrai toujours dans le milieu de l'automobile, quand j'ai bossé avec les gros, la différenciation à l'époque sur les marges, sur une même voiture, de même catégorie de voiture. Et je me souviens des groupes allemands, qui ne sont pas ceux qui vendaient le plus cher, mais des groupes allemands arrivaient à faire entre 150 et 300 dollars de marge différentielle en plus que les Français. Mais sur 1 million de voitures, c'est énorme. C'est monstrueux. Et sur certains ensembles, c'était quelques centimes de marge additionnelle, juste parce qu'ils l'avaient conçu marketingement pour qu'ils puissent mettre ces marges-là. Et en réalité, ça ne leur coûtait pas plus cher à produire que les autres. C'était même des pièces communes qu'on retrouvait chez d'autres constructeurs. Donc c'est ça surtout le petit détail qui va te faire la différence. C'est là où tu vas aller chercher, en fait, pour aller faire de l'argent. Oui. C'est là où tu vas aller chercher pour faire ton volume de cash. Parce que souvent, beaucoup de gens parlent de volume de vente principalement. Alors, il y a les business models qui vont que sur du volume, mais partir que sur du volume sans partir du principe que tu peux faire augmenter la valeur de ton produit au fur et à mesure que tu fidélises, parce que tu ajoutes, parce que tu investis dedans, parce que tu l'améliores, c'est une erreur. Partir que le prix sera flat, c'est mort, en fait. Écoute, tu pouvais pas me faire plus plaisir, là, tu vois. Parce que tu as adressé, et en plus, on n'en a jamais vraiment directement parlé, mais tu as vraiment adressé 2 sujets que moi, j'ai énormément fait évoluer dans ma pratique. Le premier, c'est un discours et une posture, en fait, que j'invite les entrepreneurs à tenir. C'est de leur dire, si vous voulez créer quelque chose de grand, investissez dans la valeur que vous créez. Ne faites pas des économies de bout de chandelle fiscales. Ça sert à rien. Faites-vous accompagner par une personne qui va partager votre vision, qui va peut-être même vous aider à la définir et qui va vous aider à sécuriser ça pour que vous puissiez faire grandir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est... Alors là, pour le coup, on s'adresse directement à ma pratique. Et tu l'as dit, plutôt que de chercher du volume, moi, je ne cherche pas du volume aujourd'hui. J'ai en revanche complètement changé ma façon de travailler. Mais je crois que je te l'avais expliqué, je travaille non plus au temps passé comme font beaucoup d'avocats, où il faut en effet avoir X clients
pour arriver à ton seuil de rentabilité. En revanche, j'ai nettement repositionné mes offres sur du premium et bien sûr repositionné mes prix. Et donc, ce qui me permet d'accompagner des entrepreneurs que je choisis avec un nombre réduit et d'avoir augmenté en fait mon chiffre d'affaires. Et par la même occasion, j'ai complètement aligné l'augmentation de mon chiffre d'affaires avec ma vision et mes valeurs. Ce qui est quand même idéal quand tu entreprends. Donc, c'est pas tout à fait le même exemple que tu donnais, mais c'est exactement le même esprit. C'est-à-dire que plutôt que de chercher à faire du bas prix, mais en faire plein, c'est donner de la qualité, en fait, de la valeur ajoutée. C'est ça. Et donc, tu n'es pas obligé, tu peux le faire si tu en as envie parce que tu veux aider plus de monde, mais tu n'es pas obligé d'avoir un volume. Ce n'est pas le seul élément sur lequel on peut compter, mais c'est un choix. C'est un choix, c'est un vrai choix de positionnement. En fait, c'est un choix historique en France. En France, les gens, et là pour le coup, c'est culturel. On le voit si on compare les modèles économiques de plusieurs pays. Si on prend un de nos voisins les plus directs, c'est la Suisse. Ils partent pas forcément sur des gros volumes, mais ils partent sur beaucoup de valeur ajoutée. Absolument. Ce qui leur permet de dégager de la liquidité pour payer des gens. Alors oui, la vie est très chère en Suisse. Oui, il y a plein de choses après qui peuvent être perfectibles. C'est pas la France pour ça, mais ils arrivent à produire de la marge, en fait. Et la marge, ça permet de faire beaucoup de choses. Parce que ça permet de développer et de se développer aussi sans avoir recours à autant de lignes de crédit ou de business angel, sans diluer autant tes sociétés, parce que du coup, tu pèses plus lourd, tu vaux plus, il y a besoin de moins de liquidité, tu en as déjà aussi. Enfin, c'est tout un ensemble. C'est pareil. Enfin, moi, je te donne des cas. Aujourd'hui, j'ai un cas sur un seul dossier. En Asie, la valeur ajoutée qu'on pose sur le dossier avec notre goodwill, elle est presque de 2 milliards d'euros sur un seul dossier. Parce que ce qu'on leur propose et le montage qu'on leur fait, il est unique au monde. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Donc là, on est dans de la valeur ajoutée. C'est de la valeur ajoutée plus, en fait. Mais j'ai changé au début, il y a 20 ans, quand je commençais à faire du business, je cherchais à tout prix à faire du volume, à avoir le plus de clients possible. Aujourd'hui, je traite 3 clients par an. Je n'ai pas besoin de traiter plus, en fait, avec des montants comme ça. C'est pas voilà nécessaire. Voilà pourquoi on s'entend encore bien. C'est pas nécessaire. C'est absolument. Une réalité. Par contre, ça me prend énormément de temps parce que c'est des très gros dossiers. Bien sûr. Mais je sais pourquoi je l'ai fait. Oui. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, je sais que mes dossiers, ils sont rentables. C'est le but. Quand tu es entrepreneur, c'est pas de te dire je vais crever la dalle à chaque coup que tu vas monter quelque chose. Et ça, en France, c'est quelque chose que j'observe beaucoup. On veut mettre des industries. On parle de réindustrialiser et compagnie et tout ce qui va avec, de faire revenir tout ce qui va en Chine, tout ce qui est produit en Chine et tout. C'est un discours biaisé, en fait. Au lieu de produire ce qui vaut pas cher chez nous, et laissez-le en Chine et produisez des trucs à vendre aux Chinois qui valent 10 fois plus cher. Oui, avec du savoir-faire. Faites la balance sur le volume. Tu fais la balance sur le volume économiquement, ta balance commerciale, tu n'as pas besoin des mêmes moyens pour la faire. Oui, mais c'est un point qui est, je pense, essentiel. Mais comme on le disait, c'est un choix. Oui. C'est un vrai choix. Et alors, en parlant de choix, je reviens à toi. Puisque tu entreprends de par le monde, vous êtes présent sur plusieurs continents. On l'a dit tout à l'heure, tu interviens sur des sujets qui sont vraiment globaux. Toi, aujourd'hui, dans les décisions que tu prends, des décisions stratégiques en tant qu'entrepreneur, quel est ton curseur ? Est-ce que c'est la data ? Est-ce que c'est l'intuition ? Est-ce que c'est l'humain ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ?
Alors c'est un petit peu particulier. Après avoir pris pendant pas mal d'années des baffes aussi, comme n'importe quel entrepreneur, t'apprends. T'apprends beaucoup. Donc, plus tu t'es baladé à travers le monde, plus t'as pris de baffes, plus t'apprends et plus t'as d'instinct aussi pour éviter de plus tu arrives à prédire le truc qui va foirer. Sans être à l'abri que ça foire quand même. Hein. Mais Donc, tu le donc il y a de prédis, la il y a data. énormément de data en fait. Il y a énormément de data. Faut être clair. Il y a énormément de data. Et peut-être une forme d'intuition oui, qui se nourrit qui se de nourrit cette expérience. de cette expérience. Oui. Aujourd'hui, je vois par exemple quelqu'un qui m'aborde avec certains sujets. Je vais tout de suite voir en fait si ça va être cohérent. Par rapport à la réalité de marché. Je te donne un cas, un mec qui se pointe vers moi et qui me dit j'ai 40 000 tonnes d'or à vendre, je le regarde, je lui dis oui c'est bien, la porte elle est là-bas. Et pourtant des milliers de gens courent après ce genre de dossier. Oui. C'est mathématiquement très compliqué parce que déjà les réserves nationales n'en ont pas autant, les banques centrales. Mais il y a plein de choses comme ça. Et puis il y a un facteur humain. Il y a un facteur humain. Alors le facteur humain est très important aujourd'hui. Moi, je sélectionne mes dossiers par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Tu peux me proposer... J'ai le luxe de pouvoir dire non, en fait, quand tu débarques et que tu vas me dire je veux... je te propose 100 millions, là je te paye cash pour ça, direct, pour un dossier qui va alors pas du tout m'emballer. Alors c'est un luxe, ça peut paraître très prétentieux, mais je vais dire non si ça m'emballe pas. Si le mec que j'ai en face de moi il est détestable, arrogant, que l'humain c'est zéro, je vais l'écouter, je vais dire merci d'être passé, et puis je vais repartir. Et puis ça s'arrêtera là. Pour une simple et bonne raison, c'est que alors c'est pas un luxe aujourd'hui que les entrepreneurs devraient s'offrir par option. Parce que le qualitatif du client que tu vas avoir avec toi, il est aussi important en fait que le qualitatif de ton produit. Absolument. Parce qu'un client qui te harcèle 24 heures sur 24, sans rien comprendre, en s'énervant, en te pourrissant tes journées, il te fait perdre plus d'argent que ce qu'il t'a fait encaisser. Absolument. Alors là, tu prêches une convaincue. En effet, qu'il y a un alignement en fait des valeurs. Oui. Et qu'il y a un match en fait entre toi et ton client. C'est très important. C'est très important pour pouvoir mener ta mission dans la sérénité, dans de bonnes conditions et te concentrer sur la valeur que tu lui apportes. Qu'est-ce que tu veux apporter ? Encore une fois, on en revient au projet global. Qu'est-ce que tu veux amener ? Qu'est-ce que tu veux apporter ? Qu'est-ce que tu veux que ton produit apporte ? On en revient à tes questions tout à l'heure sur l'économie éthique. En fait, tu as une question éthique. Enfin, à mon sens, après, ça engage que moi, mais pour moi, dans le business, je pars du principe que tu as une question éthique sur tous les points de vue. Est-ce que tu veux vraiment fournir un service à un mec qui en fait, tu sais qu'il traite ses employés comme des déchets ? Personnellement, moi, pas. C'est une question de choix, absolument. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Et oui. je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui, aujourd'hui, de ce que je vois, et petits 20 ans d'expérience, c'est que beaucoup de gens courent après l'argent. Ça, c'est aussi une erreur fatale. Courir après le pognon pour courir après le pognon, en général, t'en fais pas. Parce que tu cours après. Et puis, il vient jamais. Tous ceux que j'ai vus faire ça n'en ont pas. En réalité, ceux qui arrivent à en faire, c'est parce qu'ils ont fait la différence sur quelque chose qu'ils ont pu vendre. Oui. Et oui, puis parce qu'ils avaient en effet une vision, une réelle envie d'apporter quelque chose. Oui, puis une vision, surtout. Se différencier par une valeur. Au-delà de ça, au-delà de la vision d'affaires, une vision de ce que ça peut apporter aux autres. Enfin, exactement. Steve Jobs n'a pas créé quelque chose que personne n'a dans les mains. Absolument. C'est du bon sens. Oui. Bill Gates non plus. Tous les milliardaires de la Terre ont créé quelque chose d'utile aux gens, ou du moins, ils ont créé l'utilité pour qu'elle soit utilisée. Donc, ils ont réussi, à regrouper des facteurs en se disant, ça, en fait, ça pourra être utile d'une manière ou d'une autre. Oui. Même pour certains, sans savoir réellement exactement jusqu'où ils allaient aller en développant le produit, mais sur une base, en se disant ça peut être utile. Et l'utilité remplace beaucoup la valeur du juste le pognon. Ça, c'est dans le business, c'est quelque chose qui est intangible depuis très longtemps. Je vois j'ai de mes amis qui
qu'on crée des machines-outils il y a 40 ans, pour certains. Elles tournent toujours dans les industries. D'accord. Elles n'ont pas été changées. Et elles sont toujours plus performantes que les machines-outils qui produisent aujourd'hui. Les mecs ne veulent pas les changer. D'accord. Pourquoi ? Parce que leur vision, c'était d'apporter un outil dans des pays pauvres qui n'avaient pas les moyens de les changer, mais qui pouvaient permettre à des gens d'accéder à de l'alimentation constante. Donc leur but était de fournir de l'alimentaire. Oui. Ça, c'était leur but. Oui. Voilà. On peut dire qu'en général, quand une machine n'a pas été changée depuis 40 ans, qu'elle tourne toujours et qu'elle tourne à plein régime toute la journée, c'est que la conception n'était pas mauvaise. Oui. Mais c'était ça leur vision, faire quelque chose qui dure. Voilà. En fait, ce que tu adresses, c'est de dire, finalement, c'est une forme de posture ou l'endroit d'où tu entreprends. Est-ce que tu te mets en service ? Ouais, c'est ça. Ou est-ce que tu es finalement juste dans une espèce de course d'ego à toujours plus, toujours... Et alors, tu peux créer quelque chose de très grand et gagner beaucoup d'argent. Mais en effet, si tu te mets en position de service, tu vas créer quelque chose de beaucoup plus grand encore. Oui. Qui va dépasser tout ce que tu aurais pu imaginer. Bien sûr. Parce que tu ne le fais pas du même endroit. Bien sûr. Absolument. Et moi, je suis convaincue de ça, en effet. Mais les gens les gens, d'ailleurs, si tu regardes, souvent les gens qui ont le plus d'humilité sont souvent ceux qui en ont le plus aussi dans les affaires. C'est pas forcément ceux qui font bling bling et qui se montent partout. Oui. Donc, et c'est pas pour rien. Hein. Oui. Et ça c'est valable partout pour le coup. C'est vraiment pas pour rien. Parce que, alors déjà, un vrai entrepreneur, à mon sens, qui arrive à réussir, il part du principe, moi je pars de ce principe-là, ceux que j'ai vus réussir, qui ont réussi from scratch à créer ce qui sont devenus les 3 plus grosses sociétés de leur pays, hein, pour certains, dans mes amis. Quand tu les écoutes et quand on discute ensemble, on a plus ou moins tous le même target. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'en fait, on ne sait jamais rien, déjà. Oui. Ça, pour nous, c'est une règle absolue. Moi, je pars du principe que je ne sais pas. Et je passe mon temps à améliorer en partant du principe que même ce que j'ai fait avant n'était pas bien, même si c'était une solution. Donc, je pars du principe que je ne connais pas la solution ultime et que de toute façon, j'en aurai jamais. Parce que ça évolue constamment. Oui. Et ça, c'est une base où on voit beaucoup de jeunes arriver. Et ça, pour les jeunes entrepreneurs, ça fait fuir les gens comme nous. Parce que c'est quelque chose... toutes les personnes qui ont réellement de l'expérience, on a tous pris des baffes. Alors, on a tous eu ce lancement quand on était jeune avec la fougue et puis de se dire que c'est génial, on pouvait y aller, qu'il n'y avait pas de limite. Faut qu'ils le fassent aussi, mais partir du principe qu'ils ont le meilleur produit du monde d'office, sans jamais se remettre en question, c'est la mort assurée de ton produit il y a quelques années. Oui. Aussi. Surtout à l'international. Et en même temps, ce que tu adresses, c'est vraiment le chemin entrepreneurial. Je pense qu'entreprendre, en commençant en étant plein de certitudes, tu peux être certain, en tout cas, justement avoir cette vision, cette envie de servir et avoir cette détermination. Mais il faut accepter, en effet, de tomber, de mettre un genou à terre, de se relever. En fait, moi, tout est là. Moi, je vais être clair, hein, j'ai pris des baffes... quand j'avais 19 ans, par fierté, je ne rentrais pas chez mes parents, je dormais dans ma caisse. Hein. Ah oui. Donc, et puis j'allais bosser, je mettais le costard, j'allais me laver à l'aéroport à Genève et j'allais bosser. D'accord. Donc j'ai pris des baffes qui étaient costauds. Oui. Costauds, puis où j'ai raqué pendant des années derrière pour réussir à me remettre à flot. Donc, et on est beaucoup hein, dans ce cadre-là. Hein. Je sais. On est énormément. Énormément. Ça ne se dit pas. Moi, je n'ai pas honte de le dire parce que c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pense. Maintenant, la réalité, c'est que quand tu pars vraiment du principe, justement, j'ai pris mes baffes parce que je partais du principe que c'était infaillible. Exactement. C'est que tu croyais en ton produit. J'ai cru en mon produit, mais au point de refuser d'écouter certains conseils de vieux sages en me disant non, mais de toute façon, je ferais mieux qu'eux. Et j'ai pris mes baffes. Faut être très clair. Hein. Tu as pris tes baffes, comme tu dis, en même temps, tu étais animé par une mission. Enfin, moi, c'est ce que j'entends. C'est ça.
C'est ça. Mais après, oui, les baffes, elles peuvent être douloureuses. Ouais. Oui. Elles peuvent faire mal. Oui, elles peuvent faire mal. Mais elles servent aussi à grandir. Oui. Hein, Oui. enfin, mais ça, c'est je ne un prône pas conseil. de donner des baffes, mais c'est mon dans le conseil business. personnel avec 20 ans, avec un peu plus de 20 ans de métier. Aujourd'hui, je connais la surface de mes sociétés. Personnellement, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à un entrepreneur aujourd'hui, à un jeune qui veut se lancer. Alors déjà, qu'en France, tu ne te lances pas dans un environnement sain pour les affaires par rapport aux autres à cause de l'instabilité, à cause de l'environnement ambiant où tu es toujours une cible. Mais en plus de ça, si tu rajoutes une couche d'arrogance dedans, alors pour te faire détester par les clients, si tu es en direct avec en B2C, il n'y a pas mieux. Tu vas perdre tes clients juste parce que tu seras arrogant, surtout dans le contexte actuel. Et pour ceux qui sont des affaires, si tu t'entoures que de mecs comme toi dans les affaires qui vont être arrogants, parce qu'il y a un effet d'entraînement, hein. Oui. Le jour où il y en a un qui prend une baffe, vous la prenez tous en même temps. Parce qu'en fait, vous tombez tous en même temps, parce que vous avez recréé une communauté où vous travaillez avec. Ça, c'est l'autre erreur. Il vaut mieux être avec des vieux qui sont un peu plus lents, mais qui vont voir les choses différemment, qui vont t'éviter une baffe, et en partant du principe que tu ne feras pas mieux qu'eux forcément, que les deux vont être complémentaires. En fait, ça devient de la complémentarité. Et ça, c'est une chose en général que les gens oublient. C'est la capacité à être complémentaire avec les autres. C'est donc le conseil que tu donnerais à un jeune entrepreneur. Ouais. Ouais. C'est de rechercher la complémentarité, finalement, des gens qui pensent différemment pour nourrir ta propre réflexion. Oui. Ce qui ne t'empêche pas, in fine, de trancher. C'est ça. Et de rester tout à fait en cohérence et fidèle à ta mission. Tout à fait. Mais prendre le conseil, ne pas se retrouver enfermé finalement dans une forme, alors là j'allais dire entre soi, mais finalement avec toi et toi, qui fait pas grandir. Après tu peux aussi apprendre comme ça, mais je pense que là, la baffe, elle est encore plus douloureuse. Elle est encore plus douloureuse, c'est ça. Après, tu as des cas particuliers. Hein. T'en as qui arrivent à grossir, mais c'est parce qu'ils ont grandi dans des environnements où ils avaient déjà de l'argent à la base, où ils sont entourés de gens qui ont de l'argent, qui vont consommer chez eux. Ça va être leurs potes, c'est leurs potes d'enfance, de famille, les familles qui soutiennent. C'est presque une caste après dans les affaires, hein, ce genre de choses. Oui. Et après, ça dépend beaucoup du pays. Il y a des pays où ils sont extrêmement agressifs, mais où par contre, t'as pas besoin... Ils le demandent parce qu'ils ont cette mentalité-là, parce que tu vas lever de l'argent chez eux, mais tu vas être avec des mecs des marchés qui n'ont aucun scrupule. Donc ça aussi, il faut le mettre dans la balance. Aller lever de l'argent à l'étranger, c'est super, c'est pareil. Mais choisis bien ton pays, hein, parce que c'est pas garanti que tu sois encore chez toi 5 ans après. Hein. Oui. Ça, c'est aussi une réalité que beaucoup oublient. C'est bien d'aller chercher de l'argent ailleurs, c'est super. Mais quelles vont être les conséquences dans 5 ans? Et est-ce que j'ai vraiment les bons avocats? Est-ce que j'ai eu les moyens de me payer les bons avocats quand j'y suis allé? Est-ce que je me suis donné les moyens? Non. Parce que... aux États-Unis, tu sais comme moi que c'est pas parce que tu te donnes les moyens que tu as réellement eu les moyens de te payer les bons. Oui, alors, pour avoir travaillé de nombreuses années dans un cabinet américain, je connais en effet les tarifs américains. Voilà. Ensuite, tu as de plus en plus de boutiques comme la mienne et d'avocats issus aujourd'hui. De firmes et de cabinets de renom qui veulent servir différemment et qui se mettent en service et avec des tarifs qui sont... Ça reste du premium, mais en effet, tu ne vas pas avoir des fils d'1 million par an. Non. Voilà. C'est ça. Donc, oui, parce qu'on parle de ça parce que aux États-Unis. souvent, c'est pareil. En plus, souvent, ça, c'est une autre erreur que j'ai vue. Les mecs, ils veulent du Big Four. Ils veulent que des gros cabinets, ils veulent que ça, comme papier, comme les banques en fait, ils veulent que des trucs comme ça. Puis au final, tu t'aperçois dans les Big Four que quand tu parles avec tes potes, qui sont des gros groupes, quand ils se ramènent, ils t'envoient, même les mecs qui t'auditent, en fait, te demandent comment faire parce qu'ils ne comprennent pas. Donc là, tu te dis, c'est super, mais du coup, c'est plus un audit si tu comprends pas ce que tu dois faire. Oui. Et ben, chez les avocats, c'est un peu la même. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Vaut mieux une petite équipe hyper douée qu'un gros cabinet où, en fait, le stagiaire, quand il va faire le truc, il comprend pas ce qu'il est en train de faire. Il est stagiaire et c'est normal qu'il comprenne pas. Il apprend. Il apprend. Il doit apprendre. Oui. Mais le problème, c'est que l'autre, il est en train de jouer au golf en te facturant ses tarifs
pendant que le stagiaire, il se tape le boulot. Et l'autre, il pose juste sa signature à 50 000 balles par mois. Alors, je ne sais pas ce que font les associés pendant que les stagiaires et les collaborateurs travaillent. Si, parce qu'en général, moi, je ils n'ai t'appellent. pas d'exemple. Mais il est vrai que... forcément, moi je suis issue et je travaille avec une génération aussi d'avocats qui sont issus de ce type de structure. Pour y avoir passé 12 ans de ma carrière, moi j'étais extrêmement bien formée. En effet, et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de proposer la qualité de service que je peux offrir. Mais en ayant une relation avec mes clients qui n'a absolument rien à voir. Je suis dans une relation qui est complètement différente. Je leur fournis un service, mais je deviens leur partenaire. Moi, c'est ça qui m'importe. Important. Tu vois. Sinon, tu fais un défaut dans ton service, en fait. Tu dois considérer... En fait, moi, c'est pareil, je pars du même principe que toi. Ça veut dire que quand tu as un client, ton client, c'est toi. En fait, tu dois monter le truc comme si c'était pour toi. Exactement. Sinon, ça marche pas. Exactement. Sinon, ça plie, en fait, à un moment. Et quand je te dis les avocats qui s'amusent à jouer au golf, oui, en général, quand tu as un gros client, les mecs qui t'appellent, donc tu sais très bien qu'ils sont au golf, tu es avec eux sur le parcours. Qui bossent sur mon dossier. Voilà, c'est l'erreur aussi marketing qu'ils font en général, de t'inviter au golf club et compagnie. Et après, en ça fait, fait partie de la relation. Ça fait partie de la relation, ça fait partie du show. On va ça dire fait comme partie ça. du show. Mais au final, le problème, c'est que tu sais pertinemment que le mec qui pose sa griffe, s'il passe son temps un petit peu trop au golf, il ne l'a pas lu complet, le dossier. Oui. Donc, et puis, c'est toi qui en paye les frais. Oui, en fait, ce que tu adresses, c'est une forme de... C'est parce qu'il y a une séparation des rôles entre l'avocat qui finalement CEO et qui a la relation client, clairement, et puis celui qui va vraiment mettre les mains dans le cambouis et produire. Moi, tu vois, cette répartition en elle-même, elle ne me dérange pas. En revanche, ce qui me dérange davantage, c'est que ceux qui sont dans la production ne soient jamais mis en lumière. Oui, ça, je suis qui d'accord. ne soient jamais associés en fait au résultat. Au résultat et qui ne soient pas mis en avant aussi et qui ne puissent pas prendre part à cette relation client. Alors ça, c'est un défaut dans le conseil en règle générale. J'ai envie de te dire, mais là, c'est un défaut de conception même de ce que tu peux facturer. Parce qu'en réalité, vu que tu factures en fonction de l'expérience de la personne qui travaille dans ces milieux-là, automatiquement, si tu mets les juniors en disant c'est le junior qui a fait le dossier, alors déjà, il y en a plein qui ne veulent pas parce que donc du coup, tu le prends quand même en facturant tes honoraires, mais tu sais que de toute façon, c'est pas le mec qui va le faire. Et le problème, c'est que c'est un système de fonctionnement en fait, qui conduit à cette dérive de ne pas mettre le jeune qui va être en lumière, qui était peut-être meilleur d'ailleurs quand même que le mec qui est plus là dans son bureau depuis 20 ans. Mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est pour ça, moi je me suis redirigé principalement, mais pratiquement partout dans le monde. J'ai plus de gros cabinets. En fait, même comptablement, j'en ai plus. J'en ai plus parce que c'est n'importe quoi. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. Ça devient n'importe quoi. Et en plus de ça, on n'est plus... Alors, quand tu as commencé il y a 20 ans, tu vois la différence. Toi, c'est pareil, tu as été formé à une époque par des gens qui avaient une conscience. Ouais. Aujourd'hui, plus ils sont gros et moins il y a de conscience professionnelle aujourd'hui. Parce que de toute façon, ils savent qu'ils ont du client. Ils sont devenus tellement gros, en fait, pour certains, qu'il n'y a plus de conscience professionnelle. Les mecs savent qu'ils ont du client qui tombe à l'appel, que tout le monde veut leur signature, que les banques forcent à aller vers leur signature. Moi, j'ai eu le cas sur un dossier. Les banques nous ont dit ouais, mais on veut la signature d'un des Big Four. Oui, je les ai regardés. J'ai dit ouais, mais non, en fait. Parce que là, les mecs qui ont signé, ils dirigeaient les Big Four avant. Donc, la compétence, elle est quand même. Et j'ai gagné au procès. Oui. Parce qu'ils refusaient les documents. J'ai dit non. La compétence, on en revient presque à dire ah ouais, mais le diplôme, du coup, la qualification que la personne a faite, en fait, elle vaut moins parce que le mec, il pèse moins lourd en brognon. C'est grave. C'est gravissime. Mais en fait, ce que tu adresses aussi, c'est ce que j'entends, c'est le... tu vois, là, ce qu'on adresse, c'est la posture entrepreneuriale. Moi, dans mon métier, le métier d'avocat, je pense que vraiment, là, on est entré dans une ère où il va beaucoup évoluer. Je suis en contact avec des avocats entrepreneurs qui endossent vraiment cette posture d'entrepreneuriat en ayant une autre relation avec leurs clients, en travaillant différemment,
en échangeant, en mettant en relation, en créant des clubs d'affaires. Et c'est... alors, une dynamique, en fait. Ça crée une dynamique, c'est extrêmement stimulant. Et puis, comme par magie, en fait, finalement, cette posture est complètement alignée avec celle de nos propres clients. Et donc tu vois, on n'est pas, on arrive complètement. C'est le cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure. On arrive finalement milieu, en fait. à tout lier, et c'est formidable. Enfin, moi, je pourrais plus exercer mon métier, en effet, comme j'ai pu le faire pendant 12 ans avant de monter ma pratique. Et pendant les 5 dernières années où je me suis installée, je l'ai fait beaucoup évoluer quand même. Donc, si on poursuit sur cette posture d'entrepreneur, d'entrepreneuriat, cette volonté de créer de la valeur, d'être dans une posture de service, avoir une mission, une vision. Donc, toi, tu l'as dit, tu entreprends depuis 20 ans. Tu t'es pris des baffes. Tu as mis un genou à terre, tu t'es relevé. Bon, qui est le propre du chemin entrepreneurial, mais je crois que c'est important de le dire. C'est important de le dire. Parce qu'on met un gros focus sur le succès mais et peu sur les échecs. Beaucoup de gens oublient on voit beaucoup de coachs, beaucoup de gens dans les écoles, beaucoup de gens un peu partout, beaucoup de youtubeurs ou autres, en fait, qui balancent des trucs en disant « Super, mais vas-y, entreprends, lance-toi, c'est génial et tout ». Alors déjà, il faut avoir un mindset quand même, c'est limite masochiste, hein. Faut être très clair, parce que tu prends des baffes au début où de toute façon, si tu te relèves pas, tu n'arriveras même pas à retrouver de travail une fois que tu es rentré dans ce schéma-là. Oui. Donc, faut être clair que tu prends un risque, et quand on dit que tu prends un risque, c'est pas un risque financier uniquement. C'est le risque de te retrouver clochard, dehors, sans aucune aide, sans aucun soutien, parce que tu as le droit à rien quand tu es entrepreneur. C'est un risque. Il faut bien évaluer ton risque de te retrouver isolé, seul. Oui. C'est une réalité. Déjà, tu t'isoles du reste du monde aussi. Parce que quand tu commences à être entrepreneur, tu vois tous les gens qui te faisaient des sourires, ou tu étais leur pote, qui te laissent tous tomber parce que tu es le grand méchant. Tu es plus gentil employé, tu es plus ci, tu es plus ça, tu es le grand méchant qui va être le patron. J'ai fait un nettoyage, ça fait un auto-nettoyage dans l'entourage qui est fatal. Enfin, en France, c'est radical. Hein. C'est d'une efficacité redoutable, hein, dans des pays comme la France. Donc, il faut déjà penser à ça. Se lancer dans c'est une super aventure, mais suivant le pays où tu entreprends, et la France fait partie des pires pour ça, la baffe sociale qui arrive avant la baffe financière que tu prendras à un moment, elle est beaucoup plus lourde que la financière. Oui, parce que je pense que... Parce que là, tu parles de la France et de ta propre expérience, surtout. Il y a cette mauvaise vision du patron, en fait. Il y a une projection, peut-être. Tu vois, quelque chose qui est un peu déformé. C'est ça. Mais comme toi, moi, j'accompagne les entrepreneurs. Donc, c'est vraiment des personnes que je suis depuis longtemps. Et ce que je vois, c'est qu'en réalité, et parce que je suis aussi un chemin entrepreneurial, tu entreprends, bien sûr il faut le faire avec conviction, mais en réalité il faut accepter de ne pas tout savoir, il faut accepter de te tromper, il faut accepter de demander de l'aide aussi parfois, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. C'est obligatoire. Et finalement la puissance avec laquelle tu vas entreprendre, elle est aussi corrélée avec une forme de fragilité ou de vulnérabilité qu'il faut accepter. Ça fait partie du chemin entrepreneurial. Tu es dans l'inconfort quasi permanent. C'est permanent. Et si tu arrêtes d'être dans l'inconfort, c'est que tu as arrêté d'évoluer. Exactement. C'est que tu stagnes et que tu vas bientôt prendre ta baffe, en général. Ça veut dire que tu te décorrèles de ton marché, en réalité. C'est-à-dire, il y en a un qui l'a fait récemment. Un monsieur qui construit des voitures aux États-Unis, pour ne pas citer son nom, il est devenu complètement décorrélé en fait de son business. On voit le résultat. Alors, il est à un niveau où ça devient compliqué parce qu'effectivement, lui, il a la chance d'avoir les marchés qui vont soutenir, parce que sinon, ils vont perdre beaucoup trop d'argent. Mais quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas les marchés derrière toi à ce niveau-là, tu n'as personne pour te soutenir. Parce que tous les mecs qui te lâchent, déjà, c'est les banques en premier. Faut penser que tu te retrouves dans une situation où personnellement, tu n'auras plus de compte en banque pendant peut-être des années. C'est ce qui m'est arrivé. Je n'arrivais plus à ouvrir un seul compte en banque pendant des années après ma première baffe, au point de devoir partir à l'étranger pour pouvoir avoir une vie normale.
Donc c'est des choses qu'il faut quand même mettre dans la balance. C'est super comme truc, mais dire à tout va, à tout le monde, vas-y, entreprends, faut quand même être fait pour, il faut quand même réussir. Enfin, faut être fait pour encaisser, hein, quand même. Oui. Hein. C'est un message qui n'est pas dit assez souvent. En fait, parce que c'est super facile maintenant qu'il y a YouTube de se pavaner sur une plage, mais ça se trouve, le mec, il est juste en vacances, puis en fait, il est employé, t'en sais rien. Oui, Il y en a, voire il n'est pas employé et il vit d'autres choses. Mais voilà. Mais c'est une réalité de mix aujourd'hui. Ça a tellement évolué. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était clair. Hein, que tu rencontrais quelqu'un qui avait entrepris, tu le voyais. Tu parlais en réel, tu parlais pas à travers une chaîne YouTube, tu parlais pas à plein de mecs qui font juste du pognon en se pavanant, en faisant croire qu'ils font quelque chose. En fait, ils font rien, mais ils font du pognon parce qu'ils sont au bord d'une plage. Et en fait, ils n'ont jamais réellement entrepris. Ils savent pas ce que c'est que réellement entreprendre. Parce qu'ils ont commencé, en plus, ils étaient souvent avec des aides financières d'un État ou employés. Et en fait, ils se sont dit YouTube ça ramène de l'argent et ça c'est pas entreprendre. Il y a un gros décalage aujourd'hui dans la perception. En tout cas, pour ceux qui vont écouter notre podcast ou le regarder, ce qui est très puissant dans ce que tu partages, c'est que finalement, si on est convaincu par sa mission et si on la porte avec puissance et volonté et leadership, même si on tombe, même si on met un genou à terre, on se relève, on avance. Et il ne faut pas avoir honte de se planter. Hein. C'est ça, il ne faut pas avoir peur de se planter. Surtout pas avoir peur de se planter et surtout pas en avoir honte. Parce que ça, c'est un problème récurrent. Absolument. En France et dans d'autres pays européens. L'échec est mal vu. L'échec est mal perçu. En même temps, est-ce que c'est un échec ? C'est Pour pas moi, un échec. l'échec, c'est quand tu abandonnes. Si tu abandonnes, il y a une forme d'échec. Oui et non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que, tu n'es pas d'accord. Je te dirais que l'échec, c'est de finir par te pendre, arrivé à un certain moment. Oui, bien sûr. Là, c'est un échec total. Oui. Voilà. Écoute, Emmanuel, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, je t'en prie. On continue nos discussions. À bientôt.